Dans l'épisode précédent du podcast Tête chercheuse de l'Institut Curie, Myriam Bagdadi m'a expliqué en quoi consistaient ses recherches sur les cellules souches de l'intestin et m'a fait visiter son laboratoire de recherche. De retour dans son bureau, je lui ai demandé si elle avait toujours eu envie de devenir chercheuse. Toujours non, mais à partir de l'université. Ouais. Oui, après je savais que je voulais faire des études dans le médical, mais vraiment la recherche c'est arrivé à l'université, vraiment je m'en souviens très spécifiquement, c'était en cours de biologie du développement. Ouais. Et je trouvais ça hyper fascinant, les études qui ont été faites dans les années 70-80 en biologie du développement. Mais vraiment, j'ai juste trouvé ça fascinant. Et ensuite, suite à ça, j'ai voulu aller mettre un peu les mains dans le cambouis, comme on dit. Et j'ai demandé à faire un stage à mon prof de biologie du développement, un stage d'été, il m'a accepté. Et ça y est, je savais que c'était ça que j'avais envie de faire. La recherche. Ah oui. Myriam Bagdadi est une chercheuse permanente à l'Institut Curie dans l'équipe Migration et Invasion cellulaire. Elle est aussi une femme engagée qui veut promouvoir la place des femmes dans la science. Myriam Bagdadi n'hésite pas à aller sur le terrain pour aider les jeunes filles à s'affranchir des préjugés et les encourager à oser choisir des carrières scientifiques. Il faut que les jeunes filles comprennent qu'elles ont le droit d'être là. Il faut que les jeunes filles comprennent que oui, elles peuvent être chercheuses, que oui, elles peuvent avoir des enfants et diriger une équipe de recherche, que oui, elles peuvent concilier vie de famille et vie professionnelle. Et qu'elles peuvent être scientifiques. Et qu'elles peuvent être scientifiques, et qu'elles le méritent d'être là. Parce qu'il y a aussi un très gros symptôme de l'imposteur. Donc, il faut vraiment changer les stéréotypes de genre, et ça se joue à l'école maternelle. Mais est-ce que ça veut dire que vous, Myriam Bagdadi, vous allez dans les classes, vous allez parler aux jeunes femmes, vous allez leur dire, c'est pas parce que tu es pas très bonne en maths que tu ne peux pas devenir scientifique. Moi aussi, je n'étais pas très bonne en mathématiques. Comment vous savez ? J'ai vu. Ah oui, ça n'a rien à voir. Et puis, malheureusement... Comment elles réagissent quand vous leur parlez ? Alors, déjà, je pense que rien que le fait d'être là, et de montrer un autre type de scientifique, déjà, je peux vous dire que c'est un grand pas. Parce que pourquoi ? Comment on imagine le scientifique ? Le scientifique, on l'imagine binoclard, cheveux un petit peu foufou, un peu Einstein, blanc, homme, mais en fait, pas du tout. On a des scientifiques d'origine différente, avec des cheveux bouclés, avec des cheveux lisses, on a de tout. Et rien que le fait, je pense que d'être là, c'est déjà pour elle de se dire « waouh, c'est possible ». Les représentations, c'est extrêmement important pour la société. Que ce soit les films, que ce soit les pubs, que ce soit à des métiers, c'est vraiment important. Et oui, je vais dans des classes, surtout, je suis assez engagée dans ma communauté, donc dans la ville où j'habite, qui s'appelle Nanterre, 92, dans les Hauts-de-Seine. Et Nanterre qui a été connue récemment, malheureusement, pour les émeutes. Et c'est une banlieue qui... bien qu'il y ait des très beaux quartiers, qu'il y a une partie qui est assez défavorisée. Et là, c'est encore plus important parce qu'on doit combattre non seulement les stéréotypes de genre, mais en plus les stéréotypes de classe. Donc moi, je travaille avec le collège Évariste Galois. L'année dernière, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un programme qui s'appelle « Les femmes dans la science ». Et on a fait un speed dating avec les collégiens. Et l'idée, c'est qu'ils venaient de table en table rencontrer différentes femmes scientifiques. Il y avait des médecins, des ingénieurs. Et l'idée, c'est de leur dire « bon voilà, non seulement... vous avez le droit de faire des études de sciences, mais en plus de ça, vous avez le droit de le faire si vous êtes une fille. » Mais vous pouvez leur dire, vous pouvez faire des études de sciences et devenir chercheuse si vous êtes une femme, mais vous pouvez aussi devenir chercheuse et une grande scientifique, même si vous venez d'un milieu ouvrier, parce que vous avez parlé de stéréotypes de classe. Exactement. Ça, c'est quelque chose que je mets en avant, donc j'ai pas du tout honte, au contraire. Effectivement, je viens d'une famille, je viens d'un milieu ouvrier, j'ai grandi en banlieue, mes parents ne sont pas scientifiques, comme ça peut l'être pour de nombreux scientifiques aussi, et je me suis rien interdit. Myriam Bagdadi ne s'est jamais rien interdit. Elle ne s'est jamais dit que c'était impossible pour elle. Et pourtant, elle sait les difficultés que l'on rencontre quand on est une jeune femme issue d'un milieu populaire.
Vous avez été boursière pendant toutes vos études ? Oui. Ah oui, c'est clair parce que j'ai été élevée par une mère célibataire. Donc clairement, les bourses, j'habitais en banlieue, il fallait que j'aille faire mes études à Paris, donc payer les transports en commun, payer le crous le midi. Donc ah oui, c'était vraiment une charge en moins. Et c'est pour ça que moi, je me considère un peu comme le pur produit de la République et de ce que la République, de ce que l'éducation peut faire de mieux. Si on laisse les préjugés de côté. Exactement. Et je voulais justement vous interroger sur cette phrase. Vous êtes le pur produit de ce que la République peut faire de mieux si on laisse de côté les préjugés. Et je voulais savoir ce que ça signifiait exactement. De quels préjugés vous parlez ? Les préjugés de pas venir d'un milieu intellectuel, les préjugés d'être une fille qui veut faire de la science. Et franchement, pareil, j'étais pas très bonne en maths. D'être issue de l'immigration, clairement, parce que faut savoir que moi je suis née au Maroc, je suis arrivée ici quand j'avais 3 ans, en France quand j'avais 3 ans, et vraiment c'est essayer de combattre un peu tout ça, quoi. Et parfois c'est un petit peu dur de faire son chemin parce que parfois j'ai un peu l'impression que je suis une exception et je suis pas la règle. Donc c'est je suis ce que la République peut faire de mieux, mais malheureusement ça reste quand même une exception et ça je le sais. Et parfois c'est un peu triste parce que je me dis j'ai bénéficié de tellement de choses et j'ai réussi, et pourquoi d'autres personnes avec le même potentiel que moi, parce que je pense pas avoir un potentiel plus élevé, n'ont pas réussi. Et donc, il faut voir où sont ces freins-là. Et ces freins-là, ils sont peut-être là dans comment on est recruté, dans comment sonne notre nom de famille, etc. Et quelle image on a de soi-même. Et quelle image les autres nous renvoient de nous-mêmes. Exactement. Et c'est vrai que moi, l'image que j'ai de moi, c'était à travers les yeux de ma famille, à travers les yeux de mes amis, à travers les yeux de ma mère. Donc c'est vrai que je me suis jamais vue comme moins que rien ou comme quelqu'un qui pouvait moins faire que les autres. Mais je savais que j'avais moins de chance. Attention, j'ai toujours su que j'avais plus de barrières que d'autres personnes. Mais est-ce que ça veut dire que j'allais m'arrêter à ces barrières-là ? Non. Et c'est ça que vous allez dire aux jeunes femmes que vous rencontrez ? Exactement. Moi, ce que je veux leur dire, c'est pas « Ah, mais si, venez faire de la science, c'est facile, c'est super. » Non, clairement, vous avez plus d'obstacles que d'autres personnes. Mais ça rend votre réussite alors encore plus belle, en fait, et qui a encore plus de valeur. Vous dites aussi, je crois, que votre mère a toujours été là pour vous. Ça a été votre supportrice inconditionnelle. Ah oui, 100%. Surtout que ma mère n'a pas fait d'études. Et elle le sait pas. Je dis toujours, ma mère, elle le sait pas, mais c'est une grande féministe. Elle le dit pas, elle le sait pas. Mais oui, ma mère, elle m'a toujours dit, fais tes études, ma fille, c'est bien, continue. C'est vraiment... elle a toujours tout fait pour que je sois dans les meilleures conditions pour pouvoir faire mes études. Que ce soit financièrement avec le peu qu'elle avait, que ce soit du temps qu'elle pouvait me donner. Et c'était pas évident. Mais vraiment, ouais, je pense que ça a été... Pour moi, ma mère, c'est mon plus grand modèle. Et pourtant, elle n'a rien à voir avec la science. Maryam Baghdadi cherche à promouvoir la place des femmes dans les sciences. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup moins de femmes scientifiques que d'hommes. En France, elles ne sont que 28%. Maryam Baghdadi souhaiterait changer les représentations et démystifier l'image du scientifique. Alors en fait, il faut distinguer deux choses, parce qu'en biologie, on a autant de femmes que d'hommes, on va dire au niveau des thésards. Donc au niveau de la thèse, voire du post-doctorat, on est à égalité, 50-50, voire même plus de filles que d'hommes. Et malheureusement, il y a un plafond de verre qui se situe entre le post-doc et les postes permanents. Et c'est là, malheureusement, qu'on perd toutes les femmes. Et pourquoi ? Comment vous pouvez l'expliquer ? Il y a eu énormément de recherches qui ont été faites sur ça.
qui ont été faites vraiment partout dans le monde. Et le constat est le même partout dans le monde, c'est que l'arrivée du premier enfant, en général, ça casse les carrières, alors que l'homme continue à progresser. Et ensuite, du coup, la femme se retrouve, on va dire, un peu décalée vis-à-vis de l'homme. Donc, quand il faut recruter des groupes leaders, quand il faut recruter... Elle n'accède pas au même poste de responsabilité. Exactement. Il y a un décalage. Donc, forcément, on va dire, à âge égal ou poste égal, l'homme sera un petit peu plus qualifié, entre guillemets, parce que lui, sa carrière, elle a continué d'avancer, alors que la femme a dû s'arrêter pour faire 2 enfants. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, il ne faut pas se leurrer, les processus de recrutement ont tendance à recruter les mêmes personnes encore et encore. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument casser. Et d'ailleurs, ça a été fait dans plusieurs autres domaines et ça fonctionne. Donc ça, c'est des choses qu'il faut casser. Il faut mettre des quotas. Parce que malheureusement, si on ne force pas une égalité, elle mettra trop de temps à se mettre en place. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place ces derniers temps et je trouve ça vraiment chouette et j'en ai bénéficié parce que, par exemple, moi, j'ai eu mon premier enfant il n'y a pas très longtemps. Elle a 11 mois. Ah oui, pas très longtemps du tout. Pas très longtemps. Et par exemple, pour demander certains financements européens ou français, j'ai le droit à une extension d'1 an et demi. Parce que vous avez eu un enfant. Parce que j'ai eu un enfant. Mais ce qui est tout à fait normal, parce que entre la grossesse, le postpartum, l'allaitement si on a allaité, vraiment, moi j'ai calculé à titre personnel, je pense que j'ai dû prendre 9 mois de retard, entre guillemets. Donc en fait, c'est toutes ces petites mesures ici et là qui vont permettre de fermer le gender gap et qui vont permettre aux femmes d'accéder à des postes à haute responsabilité. Il reste encore beaucoup à faire pour réduire les inégalités entre les femmes et les hommes dans la science. Mais cela ne décourage pas du tout Myriam Baghdadi. Moi, je suis très bornée. Je suis très butée et en général, quand je veux quelque chose, je lâche pas. Après, je dois te dire que j'ai vraiment eu la chance d'avoir eu sur mon chemin des mentors qui ne m'ont jamais coupé les ailes. Et vos profs ? Mes profs, mon mentor de thèse, mon mentor de postdoc, mon mentor avec qui je suis aujourd'hui, Daniela, qui a été d'ailleurs très importante dans ma carrière aussi parce que c'était la première femme chef que j'ai eue. Donc elle m'a montré que c'était possible sans le vouloir. Et elle a des enfants. Et c'est votre chef aujourd'hui ? C'est ma chef aujourd'hui. Ah d'accord, donc c'est un exemple. Ah, c'est plus qu'un exemple. Et du coup, avoir des femmes chefs autour de moi, ça a été très important. Et je dois dire que toutes ces personnes-là m'ont toujours poussée vers le haut. Donc quand moi je doutais, eux me rattrapaient. Et ça, vraiment, je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance vis-à-vis de ça. Après, c'était pas idyllique, je vais pas mentir. J'ai plus subi, on va dire, des remarques de stéréotypes sociaux plus que de stéréotypes de genre. Les seules fois, on va dire, où je me suis pas sentie à ma place, c'était plus parce que je venais d'un certain milieu et pas d'un milieu intellectuel. Et c'était des réflexions de quel type ? C'était des réflexions sur ma façon de parler qui était un peu banlieusarde, c'était des réflexions sur ma soi-disant agressivité dans mon ton. Voilà, c'est des petites... vous savez, c'est toujours très... c'est tellement bien dilué, c'est des micro-agressions comme on dit, c'est tellement bien dilué qu'on ne le sent pas, mais mis bout à bout, je pense que ça peut briser les rêves de certaines personnes. Myriam Baghdadi a reçu en 2022 le prix des jeunes talents L'Oréal. J'ai voulu savoir ce que cela avait changé pour elle. C'est certainement une reconnaissance de son travail de recherche, mais pas seulement. Pour moi, c'est plus sur le plan personnel que ça a changé les choses parce que c'est la première fois de ma vie que je me suis retrouvée avec 34 autres femmes qui ont vécu la même chose que moi, qui vivent la même chose que moi, qui comprennent et qui comprennent ce que j'ai vécu jusqu'à présent. On était 35 lauréates en France et dans ce programme, on est parti 4 jours en retraite tout ensemble. On a eu des séances de coaching, on a eu des trainings de, par exemple, comment négocier. Votre salaire ? Tout.
Parce qu'en fait, la vie, c'est que négociation au final. Donc ça peut vous servir sur tous les plans. Hein. Ça me sert avec mon mari tous les jours. Négocier. Des formations sur comment négocier, des formations sur comment répondre à des remarques sexistes sur son lieu de travail. Voilà, plein de choses comme ça. On a fait ça pendant 4 jours, tout ensemble. Et surtout, on a partagé nos expériences. Et c'était la première fois de ma vie que j'avais en face de moi 34 personnes qui comprenaient tout ce que je disais. Et que je ressentais tout ce qu'elle avait pu vivre également. Et du coup, on se sent, mais beaucoup moins seul. Et on a gardé d'ailleurs un lien très fort. On a des groupes WhatsApp, on va aux thèses de celles qui passent leur thèse, etc. Et c'est vraiment une communauté incroyable. Déjà, les 35 lauréates de cette année, plus toutes celles qui ont gagné avant nous, toutes celles qui ont gagné après nous. On est vraiment en contact. Et vraiment, c'était de se dire, en fait, je suis pas folle. Quand on m'a fait cette remarque, c'était une remarque sexiste. Ah, je suis pas folle. Quand j'ai l'impression d'être là juste à cause des quotas, c'est parce qu'en fait, on me le fait sentir. Donc en fait, toutes ces choses-là, on se dit, en fait, tout ce que je ressens, c'est légitime. Et en fait, moi, j'ai laissé un gros poids pendant ces 4 jours-là. Je l'ai laissé et je ne l'ai plus jamais repris. Et c'est en ce sens-là que vous dites qu'il y a un avant et un après ? Ah oui, 100%. On se sent plus légitime, on se sent le droit d'être là, on se sent le droit de parler, on se sent le droit de dire non. Et en fait, tout ça, ça change notre approche, de la manière dont on approche notre lieu de travail. Ça change la manière dont on approche nos relations avec nos collègues, qu'ils soient femmes ou hommes. Hein. Et je pense que ça change aussi la manière dont on se voit nous-mêmes, ce qui est très important pour la suite. Oui, mais ce qui est terrible dans ce que vous dites, c'est que ça vous est arrivé en 2022, il y a 2 ans. Oui. Et que jusqu'à maintenant, jusqu'en 2022, vous vous sentiez seul. Oui. Bah oui, parce qu'en fait, on n'en parle pas entre nous. Là, dans les couloirs, là, on n'en parle pas, on ne dit pas « Ah, t'as vu, machin m'a fait une remarque sur ma jupe » ou Non. Ah, aujourd'hui, je me sens naze parce que j'ai l'impression d'être là que parce qu'il y a des quotas. Ou... On n'en parle pas. Mais il y a des quotas ? C'est quoi cette histoire de quotas ? Alors, par exemple, c'est surtout pour les milieux, on va dire, où il n'y a vraiment pas beaucoup de femmes, c'est-à-dire les mathématiques, l'ingénierie, etc. Il y a certaines écoles d'ingé qui ont été obligées de mettre en place des quotas pour pouvoir augmenter le nombre de filles dans leur cursus. Mais ce n'est pas le cas du recrutement de Curie, par exemple. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, pour des postes de chef d'équipe, dans certains instituts, il est fortement recommandé de prendre des femmes. Et du coup, maintenant les femmes se disent, peut-être que je suis chef d'équipe ou je suis là juste parce que c'est les quotas. C'est pas ce qui a été dit. Ce qui a été dit, c'est qu'à CV égal, ou à CV, on va dire à peu près équivalent, on va privilégier la femme. Je trouve ça tout à fait normal. Et du coup, nous les femmes, toujours en train de se remettre en question, on se dit, est-ce que je suis là juste à cause des quotas ? Donc en fait, les quotas, c'est vraiment la seule chose qui est, ça a été montré, c'est la seule chose qui permet de rétablir une égalité sur un temps, on va dire, qui n'est pas de l'ordre des centaines d'années. Donc, si on veut quelque chose là, dans les dizaines d'années qui arrivent, that's the only way to go. Il n'y a que ça qu'on peut faire. Vous êtes fière de votre parcours, Mariam ? À 100%. À 100%. Et c'est marrant parce que j'avais honte de le dire avant, parce que ça sonne très prétentieux et pompeux. Mais en fait, j'ai passé 3 ans au Canada, donc à Toronto, qui a une culture américaine. Et là-bas, il faut être fier de son boulot. Les gens, ils crient partout combien ils gagnent par mois, etc. Et au final, j'ai pris un peu de ça. Et pourquoi j'aurais honte de quelque chose pour lequel j'ai travaillé autant ? Dans le prochain épisode de Tête chercheuse, nous ferons la connaissance d'Olivier Hérault. Olivier Hérault est directeur de recherche CNRS. Il travaille sur le médulloblastome, la tumeur cérébrale maligne la plus fréquente chez l'enfant. Tête chercheuse est un podcast qui donne la parole aux chercheuses et aux chercheurs de l'Institut Curie
qui ouvrent la voie à de nouvelles connaissances et donnent à entendre la complexité du vivant. Tête chercheuse est un podcast réalisé par Alice Torrens, mixé par Benjamin Touron et écrit par Zoé Varier. Musique originale Alissane Brassac, production Chloé Tavitian et Camille Juseau.